Netflix est devenu un géant de l'industrie de la diffusion en continu, à un point tel où cette compagnie fait désormais partie de la culture populaire. Mais comment cette entreprise a-t-elle pu acquérir une telle notoriété? L'histoire débute en 1997 lorsque deux amis, dénommés Reed Hastings et Mark Randolph, louent un film chez Blockbuster. Le train-train quotidien les empêche de retourner le film en question au club vidéo, le temps passe et ils accumulent rapidement des dizaines de dollars de frais de retard, ce qui en termes de gestion représente un point de friction considérable. Cette situation, a priori désagréable, a amené les deux amis à questionner le modèle d'affaires de Blockbuster, se demandant comment innover dans le domaine de la location de films. C'est ainsi de cette réflexion que Netflix a vu le jour en Californie en 1997. Leur stratégie, profiter de la nouvelle technologie DVD, dispendieuse et peu répandue à l'époque, mais qui a été adoptée rapidement par la suite. Les DVD étant bien plus petits que les cassettes VHS, leur transport est donc beaucoup plus facile. Netflix commence donc comme une entreprise offrant des services de distribution de DVD par la poste, sans limite de films, et bien sûr sans frais de retard, moyennant un prix d'abonnement mensuel de 20$ par mois. Netflix a également été dans les premiers à développer et exploiter la personnalisation de bases de données en utilisant les historiques de location des clients afin de suggérer à ces derniers d'autres titres qu'ils pourraient aimer. Au départ, la clientèle de Netflix est différente de celle de Blockbuster, car Netflix ne propose pas de nouveautés. Son segment de consommateurs est plutôt composé de cinéphiles désirant regarder les films et séries de leur choix à leur propre rythme. Il vise également les consommateurs en ligne et ceux qui en avaient assez des frais de retard de Blockbuster. La technologie de streaming vidéo vient bouleverser l'industrie de plein fouet, étant donné qu'elle permet de diffuser des flux de vidéos en temps réel et de manière continue. Si le téléchargement impose la transmission des données d'un ordinateur à un autre, le streaming a l'avantage de ne pas avoir besoin de stocker les données sur l'appareil lui-même. L'adoption du streaming a été accélérée notamment par la création de la plateforme de partage de vidéos YouTube en 2005. L'émergence de cette technologie est principalement due à un fort taux de pénétration, la technologie de connectivité Internet à haute vitesse auprès des foyers américains, étant donné que le streaming requiert un débit haute vitesse. Le streaming change les paradigmes de consommation de contenu vidéo, car le client a désormais accès de façon instantanée au contenu. Netflix y voit une opportunité et crée son service de streaming en 2007, 10 ans après sa fondation, tout en conservant son service de livraison à domicile. Netflix a donc su s'adapter en réitérant son modèle d'affaires pour sauter sur la vague de transformation du divertissement à domicile. Ce fut le coup de grâce pour Blockbuster, qui fit faillite 4 ans plus tard, en 2011. Afin de créer une plateforme de visionnement en streaming, Netflix a dû mobiliser des ressources considérables pour réussir son pivot numérique. En effet, Netflix avait déjà un site web, mais la compagnie a besoin de nombreux développeurs pour soutenir sa nouvelle infrastructure web, un second site web pour le nouveau service, ainsi que des applications pour diverses plateformes. Ensuite, en plus de détenir des entrepôts de DVD physiques, Netflix doit aussi investir dans des entrepôts abritant des serveurs informatiques puissants capables de diffuser tout leur contenu, sans compter que les algorithmes de prédiction doivent être mis à l'échelle pour analyser une quantité accrue de données. Pour augmenter sa variété de films et de séries sur la plateforme, Netflix se doit d'acheter des droits de diffusion, ce qui requiert évidemment du capital financier, et est soutenu en ce sens par une entrée en bourse réussie en 2002. Une fois les ressources mises en place, Netflix est prêt à offrir un service de livraison numérique instantané offert 24 heures sur 24 et en haute définition. L'offre de Netflix attire ainsi une toute nouvelle clientèle, passant donc d'un marché de niche à un marché de masse, principalement des 18 à 59 ans, avide de contenus variés, accessibles où et quand ils le veulent. Tout le monde y trouve son compte, avec plus de 167 millions d'abonnés payants en octobre 2019. Pour livrer la marchandise, Netflix se sert d'une variété de canaux. Leur site web, leurs applications sur les téléphones mobiles et tablettes, ainsi que sur les consoles de jeux vidéo telles que Xbox, PlayStation ou Wii. Plus récemment, Netflix a créé une forme d'application sur des lecteurs multimédia tels que Roku, intégrés aux télévisions intelligentes. L'entreprise utilise donc de nombreux canaux de distribution pour capter davantage son auditoire. D'autre part, afin d'améliorer l'acquisition et la rétention, Netflix utilise diverses méthodes, comme offrir un mois gratuit aux nouveaux abonnés pour tester le service, et des suggestions personnalisées pour encourager les curieux à rester fidèles. Également, les médias sociaux ont joué un très grand rôle dans le positionnement de la marque, insérant même la compagnie dans la culture populaire avec l'expression bien connue Netflix and Chill. Au niveau des sources de revenus, Netflix n'en a qu'une, soit les revenus provenant des abonnements mensuels. Cependant, au fur et à mesure que la demande augmente, l'offre se doit d'augmenter à son tour, ce qui requiert des investissements pour l'hébergement et la production de contenus originaux, sans compter les coûts engendrés par le maintien des opérations du modèle d'affaires initial. Un élément majeur dans la stratégie de Netflix est le fait qu'elles doivent souvent collaborer avec des compétiteurs pour l'achat de contenu et son hébergement, une pratique baptisée coopétition. Ceci mène donc Netflix à créer son propre contenu à partir de 2013, qui est parfois un succès sur toute la ligne comme avec les séries House of Cards ou Stranger Things, ou parfois un échec retentissant comme Iron Fist.
Les coûts de production de contenu, comme les salaires des acteurs et producteurs, de location des locaux et d'achat ou de location des équipements, s'ajoutent avec ceux d'acquisition de contenu, soit les frais de négociation et d'achat de licences. Finalement, les coûts de main-d'œuvre doivent eux aussi être pris en compte, étant donné que l'entreprise compte pas moins de 8600 employés. La question primordiale que Netflix doit se poser est la suivante. Est-ce que les bénéfices pourront supporter l'imposante structure de coûts? À ce stade-ci, il est important de procéder à un scan environnemental afin de déterminer si Netflix a les outils pour conserver sa position dominante sur le marché. La menace de nouveaux entrants est grandissante, puisque d'autres géants comme Amazon et Apple se lancent également dans le streaming, et encore plus lorsque d'anciens partenaires comme Disney ou Warner Bros. Leur emboîtent le pas. D'autre part, la compétition est très forte, étant donné que les partenaires actuels sont parfois également des compétiteurs. Ceci met Netflix dans une situation plutôt précaire, puisque la quantité de contenu pouvant être offert sur la plateforme est diminuée. Il faut gérer un contexte de garde des licences, et même l'hébergement du contenu sur les serveurs d'Amazon devient problématique. Au niveau des facteurs réglementaires et politiques, actuellement, la réglementation quant à la loi sur la neutralité du net permet à Netflix de ne pas payer davantage les fournisseurs Internet pour l'utilisation de la bande passante de ses usagers. En revanche, les réglementations sont en constant changement et certaines autorités questionnent cette loi. Un revirement de situation serait alors potentiellement très néfaste pour la santé financière de l'entreprise, qui devrait compenser les coûts supplémentaires en augmentant ses tarifs. Du côté financier, la situation est aussi problématique. Plusieurs investisseurs sont moins optimistes quant à l'avenir de Netflix. En effet, le titre de la compagnie était le cinquième titre boursier le plus short-called aux États-Unis en 2019, c'est-à-dire qu'un bon nombre d'experts misent contre Netflix pensant que son titre va baisser dans le futur, ce qui peut être un signe de surévaluation boursière. Cependant, l'entreprise a su tirer son épingle du jeu en étant peu affectée en ces temps de récession liés à la pandémie de COVID-19. D'ailleurs, il était impossible de présenter cette vidéo sans vous parler de l'épidémie. En effet, de façon globale, toutes les entreprises subissent des répercussions de cette situation. Dans le cas de Netflix, les politiques de confinement planétaire augmentent de façon exponentielle l'utilisation de ces services, de sorte que les serveurs sont saturés par une hausse située entre 35 et 60% fin mars 2020. Ces répercussions ne sont pas sans conséquences pour Netflix, qui a été forcé de diminuer la qualité de l'image vidéo en Europe et donc la qualité de son service. On peut donc dire que Netflix est ainsi vulnérable aux augmentations subites d'achalandage sur sa plateforme. La problématique majeure de Netflix concerne ses sources de revenus trop peu diversifiées si on les compare avec celles de la compétition. Certains compétiteurs, comme Amazon avec son service Prime Video, ont un pouvoir d'achat largement supérieur à celui de Netflix, plaçant donc l'entreprise dans une position délicate lorsqu'elle se retrouve en situation de négociation pour acquérir de nouvelles licences de diffusion. La seconde problématique est reliée à l'incertitude financière de Netflix. En effet, selon Morningstar, en date du 10 décembre 2019, Netflix avait un flux de trésorerie négatif de 2,9 milliards de dollars, en plus d'avoir un niveau d'endettement de 20% supérieur à celui de 2018. Cette fragilité financière est inquiétante, car la marge de manœuvre pour Netflix est plus faible que ce que la masse critique pense. Le principe de Pareto est souvent utilisé pour illustrer la répartition des clients et des recettes. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas pour Netflix, puisque chaque client a sensiblement la même valeur pour l'entreprise. Cette situation est risquée, car si Netflix perdait par exemple 20% d'abonnés en un an, c'est ainsi 20% de ses bénéfices qui se seraient envolés. Un risque subséquent pour Netflix serait de plafonner dans l'acquisition de nouveaux clients. Aux États-Unis, en 2020, Netflix comptait 60 millions d'abonnements pour rejoindre 60% de la population totale. Il est donc fort probable que Netflix ait de la difficulté à attirer la nouvelle clientèle, surtout dans un marché arrivé à maturité comme le marché américain, qui ne verra qu'une croissance de 3% jusqu'en 2020. A l'inverse, une expansion territoriale dans des marchés moins bien desservis représente tout de même un risque en termes de rentabilité, car les coûts potentiels d'une expansion ne sont pas à négliger. Par exemple, en termes de frais pour des nouveaux serveurs, de création de contenus locaux, de marketing. À cela s'ajoute le fait que les milléniaux ont de plus en plus de revenus disponibles, ce qui facilite l'abandon de la plateforme étant donné que bien des compétiteurs font des offres alléchantes avec du contenu original. Selon un sondage de Park Associates, les trois principales raisons de l'abandon des services de Netflix sont, en ordre d'importance, des coupures dans les dépenses des ménages, un contenu peu intéressant et une augmentation des tarifs. Netflix ne peut donc pas augmenter le prix de ses abonnements pour espérer recueillir davantage de revenus, car ces hausses de tarifs peuvent tant faire quitter les abonnés actuels que dissuader des clients potentiels d'adhérer au service. Plusieurs options stratégiques s'offrent à Netflix. Tout d'abord, la compagnie pourrait ajouter une source de revenus supplémentaire en intégrant un nouveau système publicitaire. Bien que l'inclusion de publicité semble a priori peu appréciée des utilisateurs, une publicité personnalisée en prenant avantage de la quantité de données phénoménales déjà recueillies par Netflix permettrait de faire du placement de produits subtils intégrés à des contenus originaux. De cette façon, les utilisateurs auraient toujours droit à des suggestions personnalisées
en ne changeant que la façon dont elles sont présentées. Par exemple, les fameux Easter eggs sont de plus en plus répandus dans les émissions et les séries télé. Si un abonné de Netflix est fan de Stranger Things, par exemple, eh bien l'affiche dans la chambre du protagoniste adolescent d'une autre série Netflix pourrait être une affiche de Stranger Things insérée de façon numérique dans la scène. Une autre stratégie concernerait les abonnements. En effet, plusieurs utilisateurs se plaignent de payer pour un catalogue très vaste, mais dans lequel ils ne visionnent que certains contenus. Étant donné que les vidéos sont présentées sous forme de catégories, elles pourraient être offertes dans un format à la carte. Ces stratégies permettraient de créer une tarification par niveau qui donnerait la chance aux utilisateurs de payer pour ce qu'ils veulent vraiment voir et à Netflix de réduire l'incertitude liée aux abonnements actuels. D'autre part, la compagnie a déjà des partenariats avec des studios spécialisés en contenu interactif, comme DreamWorks, ce qui pourrait être utilisé davantage pour passer à la prochaine étape quant à la création de séries ou de films personnalisés où les décisions des utilisateurs ont une incidence directe sur le déroulement du film. Le potentiel de revisionnement serait donc augmenté puisque l'histoire pourrait prendre diverses tournures à chaque visionnement. Finalement, Netflix pourrait étendre son offre en proposant des produits dérivés de leurs émissions phares, comme par exemple des accessoires Stranger Things. De cette façon, la compagnie pourrait diversifier ses sources de revenus tout en gardant une place dans la culture populaire.